Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Anticapitaliste, le média du NPA. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Daniel Tanuro, militant de la 4e Internationale et de sa section belge, la gauche anticapitaliste. C'est aussi un penseur important de l'écosocialisme, au sujet duquel il a publié plusieurs livres, L'impossible capitalisme vert, Trop tard pour être pessimiste, et aussi Lutte écologique et sociale dans le monde, un recueil d'articles qu'il a coordonné. On le reçoit aujourd'hui pour Écologie, lutte sociale et révolution, un livre-entretien aux éditions La Dispute, présenté comme un constat lucide et des propositions politiques enracinées dans les réalités des destructions écologiques et de la lutte des classes. Daniel Tanuro, on est très heureux de te recevoir ici, avant tout parce que tu es un camarade, militant à la 4e Internationale, pour laquelle tu as travaillé sur le projet de manifeste écosocialiste, dont peut-être on aura l'occasion de parler, et qui sera discuté au prochain congrès mondial. Et puis tu es militant donc, dans la section belge de la 4e Internationale, qui est la gauche anticapitaliste en Belgique. On est aussi heureux de te recevoir parce que tu es un penseur important de l'écosocialisme, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo. Tu as d'ailleurs publié plusieurs livres à ce sujet. Le premier, L'impossible capitalisme vert. Plus récemment et plus actuel, Trop tard pour être pessimiste, qui discute beaucoup plus de l'alternative politique. Et puis tu as coordonné avec Michael Lowy Lutte écologique et sociale dans le monde, qui est un ensemble d'articles qui parlent de différentes luttes au Japon, en Amérique latine, en France, etc. On te reçoit aujourd'hui pour Écologie, lutte sociale et révolution. C'est un livre d'entretien qui t'a été proposé par les camarades des éditions La Dispute, qui en fait synthétise ton travail, les choses sur lesquelles tu as travaillé, et qui est présenté dans l'avant-propos par les éditeurs comme un constat lucide et des propositions politiques enracinées dans les réalités des destructions écologiques et de la lutte des classes. Et moi je trouve que c'est plutôt un bon résumé de ton travail, et c'est ce qu'on peut déjà dire aux gens qui pourraient te découvrir avec cette vidéo. La façon dont tu comprends la catastrophe dans laquelle le capitalisme nous a entraînés et les propositions politiques que tu formules, elles nous permettent de sortir des éternelles discussions sur l'effondrement et sur une catastrophe inévitable, face à laquelle on serait sidéré, etc. Et de rentrer dans une action, mais une forme d'action lucide pour une transformation de toute la société. Personnellement, même si je me suis mobilisé à plusieurs reprises sur des questions écologiques à partir de 2015, j'ai toujours été assez insatisfait de mobilisations dans lesquelles on se contentait de dire c'est vraiment très grave ce qui se passe, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, et d'en appeler aux dirigeants, ou alors dans une forme un peu plus politique, le capitalisme détruit la planète, il faut changer le système, pas le climat. Mais en fait, se mobiliser avec ce peu de perspective-là, en disant simplement il faut tout changer, c'est pas une revendication, c'est un peu comme manifester avec une pancarte « Urgence Révolution », ça ne fait rien advenir, et ça rend la lutte assez impossible. Et cette absence de perspective, moi, personnellement, ça a été un frein longtemps à un engagement plus important dans les luttes écologiques. Et c'est avec la lecture à l'époque de L'impossible capitalisme vert, et surtout d'un article que j'invite tout le monde à lire, qui est toujours sur le site de Contretemps, qui est signé collectivement par la gauche anticapitaliste et qui s'appelle « Pour le climat et le reste, ne rien lâcher ». Moi, c'est avec ces lectures que j'ai trouvé des leviers et des objectifs qui m'ont permis de m'impliquer dans les luttes de la jeunesse, notamment en 2019. Et donc c'est pour ça que je trouve que ton travail et aussi le travail collectif qui est mené par des camarades de notre courant est très important pour les luttes écologiques. Quand on parle d'écologie, un des premiers mots qui vient sur la table, c'est le mot crise, qui ressort à toutes les sauces, crise écologique, crise climatique, etc. Et toi, tu es un militant qui cherche à intervenir dans une situation qui est caractérisée par la crise, et en fait par une double crise. La première, c'est la crise du capitalisme. C'est une crise à la fois sociale, écologique, de conflits interimpérialistes, de guerre, parfois avec des aspects génocidaires. Mais la situation dans laquelle nous devons agir, elle est aussi caractérisée par une crise de l'alternative au capitalisme, et sur tous les domaines. Une crise théorique du marxisme, une crise de l'utopie, une crise programmatique, et plus généralement, une absence d'horizon partagé largement dans la société d'une autre forme de vie. Pour en revenir au livre, il vient répondre à cette double crise et il est composé de 2 entretiens qui se font suite. Le premier, ce que l'on sait, qui est le constat lucide sur la crise du capitalisme, et le second, ce que l'on peut faire, donc les propositions politiques pour commencer à pallier à cette crise de l'alternative. Alors pour commencer l'entretien, je voudrais qu'on parle de la première crise, celle du capitalisme, que trop souvent on réduit simplement au climat alors qu'elle est multidimensionnelle, et je voulais te demander, le propre d'une crise, normalement, c'est que ça passe, non ?
Oui, la définition, c'est une transition entre deux états de stabilité d'un système. Et bon, j'hésite, moi, à employer l'expression crise écologique. Je m'y suis fait ces dernières années un peu par lassitude de dire c'est pas la nature qui est en crise, c'est une crise du capitalisme qui met en crise la nature, c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, on est dans quelque chose qui dure et qui va de toute façon durer longtemps et dont certains effets sont irréversibles dès maintenant. Alors tu disais dans ton introduction, prenez des distances, passez au discours sur la catastrophe. Moi, je crois que la catastrophe est inévitable et qu'on est dedans, et que l'enjeu est qu'elle ne se transforme pas en cataclysme, ce qui implique aussi d'arrêter la catastrophe pour commencer et d'essayer de la faire reculer tout doucement. Mais la situation est effectivement gravissime. Mais là, c'est la première chose à faire, c'est de le reconnaître et d'en prendre toute la mesure. Donc, un des éléments nouveaux de la situation par rapport aux traditions marxistes révolutionnaires, quoique la tradition de Marx, on peut s'en réclamer à cet égard-là, un des éléments nouveaux, c'est de regarder au-delà des questions sociales, de la lutte de classe, et d'essayer d'appréhender le profond bouleversement en cours de notre environnement naturel, de la nature, en dehors de ce qui ressort directement de la société. Et donc on a besoin de camarades qui se spécialisent sur diverses questions. Moi, je ne peux pas prétendre être spécialiste de l'ensemble des facettes de la crise écologique. Je suis plus pointu sur le climat et les questions énergétiques, beaucoup moins sur, par exemple, la destruction de la biodiversité, qui est un enjeu majeur également. Voilà, donc, oui, crise... Crise est trompeur, hein. C'est un peu comme quand on dit, depuis que je milite, j'entends les médias dire nous sommes en crise, ou des représentants politiques dire nous sommes en crise. Ce terme commence à perdre sa signification de situation précise où quelque chose bascule. Évidemment, ici, la spécificité, c'est que le basculement, il est lent, parce que les processus naturels qui sont en cause sont des processus massifs qui impliquent une certaine lenteur, mais la lenteur n'implique pas qu'il ne peut pas y avoir de basculement soudain. Et c'est ça que l'expression « empêcher que la catastrophe se transforme en cataclysme », c'est ce basculement que j'essaye de saisir et de spécifier avec cette expression-là. Et je le fais en m'appuyant sur des études de scientifiques de renom, pour autant qu'on puisse dire, en particulier sur les équipes multidisciplinaires qui ont soulevé les premières la possibilité d'un basculement de la planète Terre dans un nouveau système énergétique, ce qu'ils appellent la planète étuve. Et ça, c'est une grande innovation, je crois, très intéressante dans la recherche scientifique. C'est au lieu de se spécialiser sur des effets de rétroaction particuliers de la crise climatique notamment, de rétroaction. Ben oui, par exemple, on sait que le CO2 se dissout spontanément dans l'eau. Donc les océans sont un puits de CO2. Ils recyclent une partie du CO2 qui est dans l'atmosphère, mais au plus la température chauffe, au plus les océans se réchauffent, au moins les océans dissolvent de CO2. Ça, c'est un effet typique de rétroaction positive. Quand le climat se réchauffe, les océans absorbent moins, donc il y a plus de CO2. Donc il y a plus de CO2, donc le climat se réchauffe plus vite. Ça fait une boucle de rétroaction. Un autre exemple de boucle de rétroaction, c'est la fonte de la calotte glaciaire arctique, ou la fonte des glaces en général, disons, la fonte de la calotte glaciaire arctique, de la neige, de la glace flottante ne change rien au niveau des océans, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Par contre, elle diminue l'albédo de la Terre, c'est-à-dire la capacité de la surface terrestre de réfléchir le rayonnement solaire vers l'espace. Le blanc réfléchit la lumière, tandis que le bleu foncé, voire noirâtre de l'océan sans glace absorbe la chaleur solaire. Voilà, ce sont
degrés. Bon. Et donc ces scientifiques ont mis en évidence la possibilité que des boucles de rétroaction positives de ce genre s'enchaînent, se combinent et qu'une boucle de rétroaction amorce la suivante. Par exemple, très concrètement, que la savanisation de la forêt amazonienne accélère la rétroaction fonte des glaces du Groenland, qui accélère la perturbation des grands courants océaniques, qui sont des courants thermohalins, donc qui fonctionnent avec les différences de température et de salinité, et que finalement cet ensemble de rétroactions, bon, on peut inclure là-dedans aussi la fonte du pergélisol et la libération des grandes quantités de méthane, que tout ça s'engraine, s'emboîte et arrive assez rapidement à une augmentation de température de plus 5 degrés ou de plus 4 degrés de température moyenne de surface. Même si le point de départ se situe nettement en dessous de 2 degrés. Donc c'est ça la grande nouveauté. Et là, on serait typiquement dans un scénario de type cataclysmique, c'est-à-dire quelque chose qui aboutirait à terme, peut-être pas très très vite, il faudrait quelques siècles, voire un millénaire, mais à une hausse du niveau des océans de 30 mètres ou plus, mais qui serait irréversible, qu'on ne pourrait pas arrêter. Voilà, ça c'est donc... Quand tu dis boucle de rétroaction positive, ça ne veut pas dire que les effets sont positifs pour nous. Non, ça veut dire que ça décuple. Ça veut dire, voilà, on distingue les rétroactions positives qui accentuent le phénomène du réchauffement des rétroactions négatives qui freinent le réchauffement. Okay. Et qui l'atténuent. C'est très clair, ça permet bien d'articuler le temps long et les sauts qualitatifs. Tu reprends aussi les différences entre les effets de seuil et puis les limites. Tu montres que voilà, il faut articuler tout ça pour je crois qu'il faut faire attention à l'idée de limite. C'est un peu ça. C'est une critique que tu fais. Oui, donc on emploie trop facilement cette notion de limite comme s'il y avait une frontière tracée au couteau. Là, on passe le degré et demi et hop, on bascule dans le cataclysme. Non, les scientifiques qui travaillent là-dessus, évidemment, ils écrivent en anglais, ils emploient l'expression boundaries, qui n'est pas border, qui est autre chose, qui est une zone frontière plutôt qu'une ligne frontière. Et c'est important de le dire parce qu'on ne sait pas exactement où se situe le point de basculement. On dit qu'il peut se situer quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés. Mais au plus les recherches scientifiques progressent, au plus on en vient à penser qu'il pourrait se situer même en dessous d'1,5 degré. Donc voilà, il y a une zone de danger, une zone de risque dans laquelle indiscutablement nous sommes rentrés, et c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir de l'affaire. Face à cette crise-là qui fait consensus chez les scientifiques, il y a toute une série de solutions qui vont être avancées et qui consistent en une bonne gestion économique, en des solutions technologiques aussi, qu'on nous vend comme permettant, si les dirigeants étaient suffisamment courageux, de rester en dessous des 2 degrés. Alors tu t'appuies sur 2 études, une publiée dans une des revues de The Lancet, une autre publiée par des équipes de Louvain et de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. pour montrer qu'en fait, en restant dans le capitalisme, il n'y a pas vraiment de possibilité de tout faire à la fois, et notamment parce qu'il y a un coût à développer les énergies renouvelables. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette critique ? Oui, sans rentrer dans les détails trop pointus de recherche scientifique particulière sur toutes ces questions, je crois qu'il faut résumer le raisonnement de base qui est très simple. On est dans un système énergétique qui est dominé à plus de 80% par les énergies fossiles. Pétrole, charbon, gaz naturel, on brûle ces énergies et la combustion inévitablement dégage du CO2. C'est une loi de la physique. Bien. Il serait possible, en théorie, d'imaginer satisfaire tous les besoins de l'humanité et même davantage, sans énergie fossile, et je précise sans non plus d'énergie nucléaire, s'appuyant uniquement, en utilisant uniquement des énergies renouvelables. En théorie, c'est possible, en utilisant l'énergie du soleil, l'énergie du vent, l'énergie des marées, enfin bref, tout ça sont des énergies solaires en fin de compte, sauf la géothermie qui est un peu différent. Le potentiel technique de ces énergies renouvelables,
on distingue le potentiel technique du potentiel économique. Le potentiel économique, c'est ce qui est rentable. Le potentiel technique, selon le rapport sur les énergies renouvelables qui a été produit par le GIEC il y a plus de 10 ans maintenant, suffit à plus de 15 fois satisfaire les besoins énergétiques de l'humanité. Donc, en théorie, c'est possible. Et souvent, des gens disent ça, oui, mais c'est possible. Des écologistes nous disent oui, c'est possible, etc., le potentiel technique. Mais le problème, c'est qu'il faut organiser la transition et qu'une transition, ça ne consiste pas à dire on peut imaginer un système B qui remplacerait le système A. La transition, ça consiste à indiquer le chemin concret qui permet de passer du système A au système B. Et là, le problème, c'est que les énergies renouvelables, comme les énergies fossiles, pour être utilisées, pour être mises au service de nos besoins, nécessitent des machines, nécessitent des technologies. Et ces machines, il faut les construire. Et leur construction nécessite de l'énergie. Et cette énergie au temps zéro, pour ainsi dire, c'est au moment où on commence la transition, elle est à 80% d'origine fossile. Entre parenthèses, elle est à peu près à 80% d'origine fossile depuis bientôt plus de 30 ans, au moment où la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée au sommet de la Terre de Rio en 92. La proportion des fossiles dans le mix énergétique était, je cite de mémoire, 82 ou 83%, et on est un tout petit peu en dessous de 80% aujourd'hui. Donc quand on nous dit qu'une transition énergétique est engagée, etc., c'est du pipeau complet. Mais pourtant, on a construit plein d'éoliennes. Et on a construit plein d'éoliennes, mais ces éoliennes et le courant électrique qu'elles mettent à notre disposition, elles répondent à la boulimie de croissance du système capitaliste, elles ne répondent pas, ou de façon tout à fait marginale, à la nécessité de se passer des énergies fossiles. Mais je reviens sur mon raisonnement, donc, en fait, puisqu'il faut construire augmenté oui. la production électrique d'énergie renouvelable, oui. mais on a aussi augmenté la production en quantité absolue d'énergie fossile. Absolument. Donc en fait, les deux ont progressé. Les deux ont progressé. La preuve, c'est que les émissions de CO2 n'arrêtent pas de croître. D'année en année, on émet plus de CO2 dans l'atmosphère. Et il y a même une substitution d'une énergie par l'autre. Il y a un développement des deux. Il y a une substitution marginale dans certains pays. Il commence à y avoir une substitution dans certains pays, mais elle reste marginale. Donc on ne peut pas dire ce n'est que au service des besoins accrus d'énergie du système, ce ne serait pas tout à fait vrai. Mais l'essentiel, oui, l'essentiel est au service de la croissance du système. Mais donc, comme la construction de toutes ces machines, le problème est d'autant plus aigu que le système énergétique actuel, basé sur les fossiles et sur le nucléaire, ne peut pas être recyclé, lui, au service des renouvelables. Pour les renouvelables, il faut non seulement de nouvelles machines, c'est-à-dire des nouveaux transformateurs énergétiques, mais il faut aussi un nouveau réseau. Pour le dire platement, si on passe à un système 100% renouvelable, on n'a plus besoin de pipeline, on n'a plus besoin de tankers géants, on n'a plus besoin de ports pour ces tankers. Donc toute cette énorme technologie qui représente, toutes ces énormes infrastructures qui représentent à peu près autour de 20% du PIB mondial en valeur, toutes ces énormes infrastructures deviendront obsolètes. Donc l'effort de construction d'un nouveau système est un effort absolument gigantesque. Et cet effort-là, dans la mesure où il nécessite une énergie qui, au départ de la transition, est à 80% d'origine fossile, ça implique que la construction de ce nouveau système signifie en fait plus d'émissions de CO2 si la croissance capitaliste continue. Et c'est un raisonnement que j'avais développé déjà dans l'impossible capitalisme vert. J'avais déjà pointé la contradiction entre le productivisme du système, son besoin absolu de croissance. Je ne parle pas de la croissance du PIB, je parle de la croissance physique, de ce qui est consommé physiquement, la contradiction entre ça et l'objectif de stabilisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette contradiction est à mon avis absolument insurmontable. Et donc au-delà de toutes les études scientifiques qu'on peut, de détails, où on peut dire tiens ceci, cela, ça ne marche pas, ça prouve ceci ou cela, le fond du problème c'est ça, c'est qu'il faut
rompre avec la tendance du capital à l'accumulation, à produire toujours plus, qui est une tendance qui implique inévitablement la consommation de biens physiques, notamment d'énergie, mais aussi d'autres ressources. Donc la construction de toutes ces éoliennes nécessite des terres rares, etc. Donc voilà, ça c'est le problème de fond. Sans rupture avec la logique capitaliste de l'accumulation, c'est-à-dire avec la logique capitaliste du profit, c'est-à-dire avec un système d'exploitation du travail salarié, sans rupture avec cette logique-là, on ne peut pas stabiliser le climat. Pourtant, il y a des apprentis sorciers que tu critiques en les nommant comme ça, qui voudraient trouver des solutions technologiques à ça. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, la BD par exemple de Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, elle a eu un carton monumental, mais voilà, qui apporte pas mal d'éléments de compréhension du monde physique, bon, ce qui est important, ce qui est déjà un bon début, mais qui apporte beaucoup comme solution, le nucléaire notamment, mais aussi, tu as beaucoup critiqué et très tôt les technologies de capture et de séquestration du carbone. Mais c'est logique, c'est logique. Si on ne rompt pas, si on ne défend pas l'idée qu'il faut casser cette logique d'accumulation et de croissance, mais qu'on prend au sérieux le danger climatique, et Jean Covici le prend tout de même au sérieux, on peut lui critiquer beaucoup de choses, mais pas la sous-estimation du danger. Mais si on veut concilier une réponse au danger et la croissance capitaliste, le seul moyen, c'est les technologies d'apprentis sorciers. C'est-à-dire plus de nucléaire et plus de technologies de soi-disant capture du carbone. Alors, sur le nucléaire, je sais qu'en France, le débat est difficile dans certains milieux, notamment syndicaux, mais je crois qu'il faut tenir bon dans le refus de cette technologie. Je suis même absolument convaincu. Et elle, avec aussi un argument qui est qu'elle est incompatible avec la généralisation des renouvelables. Parce que l'énergie nucléaire est une énergie peu souple, peu modulable. Les renouvelables, eux, le sont extrêmement, mais dans un système comme ça, les gestionnaires sur un même réseau sont inévitablement confrontés à la question « qu'est-ce qu'on priorise ?» Qu'est-ce qui passe d'abord, l'électricité produite par le nucléaire ou l'électricité produite par les éoliennes? Sachant que le courant électrique doit être consommé intégralement. On ne sait pas stocker l'énergie, sauf par des batteries ou d'autres systèmes. Mais donc, a priori, ce qui est envoyé sur le réseau doit être consommé. Donc, il est plus facile d'arrêter une éolienne que d'arrêter une centrale nucléaire. Donc, en fait, le nucléaire, outre les autres critiques et les autres signaux d'alarme qu'on doit lancer, est incompatible avec les renouvelables. Et il y a des scientifiques au sein du GIEC, des spécialistes, des économistes de la question énergétique, qui le disent, qui l'écrivent, qui sortent des publications à ce sujet-là, y compris un auteur belge d'ailleurs, qui était lead auteur du rapport spécial du GIEC sur le 1,5 degré maximum. C'est un adversaire résolu du nucléaire. Ce n'est pas un anticapitaliste pour autant, mais bon, voilà, on peut s'appuyer sur des travaux de ce genre. Et je crois qu'il faut le faire en particulier en France, aussi en Belgique, parce qu'en Belgique aussi, nous avons une proportion d'électricité produite par le nucléaire qui est presque aussi importante que ce que vous avez en France. Et l'autre aspect, c'est toutes les technologies de capture ou de séquestration du carbone. Et là, on entre dans un monde véritablement de professeur Maboul, quoi. Il y a des choses qui sont assez hallucinantes, qui sont proposées dans des publications soi-disant très sérieuses. Et bon, voilà, le sérieux des scientifiques qui font ces travaux n'est pas mis en doute, sont des gens rigoureux, mais ils sont tellement dans leur petite case et dans leur spécialisation, et ils sont tellement démunis d'une vision d'ensemble sur le problème de fond, qui est celui de la croissance capitaliste, qu'ils en viennent à imaginer des trucs qui sont tout de même, dans le meilleur des cas, farfelus, dans le pire des cas, socialement et écologiquement dangereux. Je suis peu revenu là-dessus dans ce bouquin-ci, les entretiens, mais j'avais expliqué en long et en large dans Trop tard pour être pessimiste, l'absurdité et la dangerosité de ce qu'on appelle la bioénergie avec capture et séquestration du carbone, qui est une de ces pistes technologiques d'apprentis sorciers. Pour avoir une quantité de biomasse à brûler
et dont on puisse capter le CO2, et pour avoir un effet significatif sur la concentration atmosphérique en CO2, ben, il faudrait consacrer des superficies terrestres énormes à la production de cette biomasse. Et alors là, ben, il y a deux possibilités. Ou bien on le fait aux dépens de la biodiversité, hein, les plantations dans des zones qui ne sont pas utilisées pour l'agriculture aujourd'hui. On plante des milliers d'hectares d'eucalyptus ou d'autres essences à croissance rapide qu'on récolte et qu'on brûle, ou bien on remplace des terres agricoles actuelles par des plantations de biomasse, ce qui se fait déjà d'ailleurs en Europe dans une certaine mesure, hein, pour les biocarburants. Et donc, ou bien on tue la biodiversité, ou bien on risque d'affamer une partie de la population mondiale. Donc c'est vraiment des solutions, entre guillemets, des solutions absurdes, mais qui pourraient avoir, dans le cadre du marché capitaliste qui ne juge pas par des critères qualitatifs, mais uniquement par le profit, la mécanique pourrait se mettre en route et arriver à des conclusions véritablement favorisant une plongée dans la barbarie. Hein. Donc voilà. Alors il y a une de ces technologies qui a priori semble un peu moins folle que les autres, c'est l'idée de capter du CO2 de l'atmosphère sans passer par les plantes vertes pour le capter, de le faire par des moyens physico-chimiques et d'injecter ce CO2 dans des couches géologiques au sein desquelles il serait transformé en carbonate. Hein, donc le carbone serait inclus dans des chaînes carbonées, des carbonates. Bon, alors là, on éviterait le danger que le CO2 ressorte rapidement des couches géologiques où on le stocke. Puisqu'il serait sous forme solide, du coup. Il serait sous forme solide, et là, il serait là pour les siècles des siècles, comme on dit dans la Bible. Donc, ça semble moins fou que d'autres solutions, mais il faudrait tout de même énormément de ces machines pour filtrer, pour ainsi dire, l'atmosphère, pour le faire passer dans des turbines au sein desquelles le CO2 serait fixé, le carbone serait fixé. J'ai des amis scientifiques qui me disent que un argument que j'avais employé contre ce truc-là dans Trop tard pour être pessimiste, à savoir les énormes besoins en eau douce du système pour rincer les résines qui captent le CO2, que cet argument a dépassé, que les technologies ont progressé, etc. Donc, je suis réservé. Je dirais, évitons de toute manière les fausses solutions qu'on nous agite comme ça en disant, voilà, il va être possible de continuer la croissance économique parce qu'on a la possibilité de capter du CO2. De toute manière, dans le pire des cas, imaginons que la situation continue à s'aggraver, que la catastrophe commence à se transformer véritablement en cataclysme, et qu'il n'y ait pas de perspective anticapitaliste crédible en vue, hein, pas plus qu'aujourd'hui, on pourrait être dans une situation éventuellement où il n'y aurait pas d'autre issue que de choisir une solution de ce genre. Ben alors il faudrait y poser des conditions sociopolitiques très strictes, hein, que ce ne soit pas le privé qui fasse ça, qu'il y ait des garanties sur la stabilité des couches géologiques, enfin des garanties dans la mesure du possible, dans lesquelles on injecte ce CO2, et que ça se fasse dans le cadre d'une politique quand même de rupture avec la croissance capitaliste, donc comme solution d'appoint par rapport à un programme anticapitaliste. Sinon, je crois que ce sont toutes des solutions dangereuses et à éviter à tout prix. Je dirais les plus dangereuses de toutes, c'est les projets de géo-ingénierie, hein, donc les gens qui disent on va envoyer des miroirs géants sur orbite pour réfléchir les rayons solaires, et qu'ainsi on va réduire la température du globe. Ouais, on la réduit, mais le CO2 en dessous, il continue à s'accumuler. Donc voilà. Il y a des secteurs donc, du capitalisme qui promeuvent cet oxymore qu'est la croissance verte, quoi, et qu'on nomme depuis longtemps, que tu nommais dans ton livre le capitalisme vert. Mais ce terme de capitalisme vert, en fait, il s'est beaucoup étendu et il désigne un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, et en partie, dans une certaine gauche radicale, tout ce qui ne va pas être clairement identifié à quelque chose de marxiste, de communisme, etc., va du coup être taxé de capitalisme vert.
Moi, je me souviens de débats au moment justement de Youth for Climate en 2019, de gens qui voyaient dans Greta Thunberg une figure du capitalisme vert. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel tu as pris la parole et donc tu reviens aussi sur l'entretien. Et donc avant de passer à la question de l'alternative et de l'écosocialisme, je voulais que tu puisses dire quelques mots sur... Ces accusations vis-à-vis de Greta Thunberg, c'était vraiment du n'importe quoi. Et à mon avis, c'est des réactions de jalousie, en fait. En fin de compte, c'est de la jalousie de vieux mâles qui expliquent depuis des années ou des décennies que la situation est très grave, sans avoir beaucoup de succès, en tout cas en termes de mobilisation de masse, et qui voit surgir une jeune fille de 16 ans, 17 ans, avec sa petite pancarte qui fait la grève de la faim ou la grève de l'école devant le siège du Parlement suédois, et qui, elle, soulève des millions de gens dans le monde. Donc je pense qu'il y a une réaction à la fois de jalousie vis-à-vis du succès de Greta Thunberg et en même temps une réaction sectaire. On mesure la pertinence de ce qu'elle dit à l'aune du jargon marxiste ou pas qu'elle peut employer, enfin, ce qui est absurde. Donc c'est vrai que j'étais assez méchant dans le bouquin en disant il y a des gens qui semblent lui reprocher de ne pas avoir lu Le Capital de Marx à 16 ans, je ne l'avais pas lu non plus, et j'étais moins intelligent qu'elle. Enfin, elle est remarquable, cette fille. Donc alors on lui reproche qu'elle soit allée à Davos, qu'elle soit allée voir le pape, qu'elle soit venue à l'Assemblée nationale en France. Elle aurait été bien bête de ne pas le faire, parce que dans aucun de ces lieux, elle n'a dévié d'un pouce de son message fondamental, qui est non seulement un message appuyé sur la science du climat, mais aussi un message très social, où elle parle au nom des pauvres du monde, du sud global, et au nom de la jeunesse. Et quelle planète allez-vous nous laisser, voilà, etc. Donc, je trouve ça complètement déplacé. Ce n'est pas un artisan ou une complice du capitalisme vert, c'est l'expression sincère d'une angoisse, d'une colère, d'une rage de millions de jeunes sur la planète qui voient que le capitalisme est en train de détruire leur existence, leur existence, de menacer leur existence même, qui ne voient peut-être pas très clair sur les sources capitalistes du problème, donc ils ne sont peut-être pas très très pointus du point de vue du marxisme révolutionnaire, mais qu'il faut appuyer, et c'est en les appuyant, en discutant et en agissant avec eux qu'on fera avancer le schmilblick, quoi. Je voudrais qu'on passe du coup à la deuxième question, la crise de l'alternative. Mais avant de parler de l'alternative qu'on aimerait proposer, il y a une alternative peut-être encore plus violente à ce capitalisme un peu progressiste qui reproduit les problèmes, c'est ce qui est posé par l'extrême droite, sous différentes formes et qui parfois se mélangent les unes les autres. Ouais. Le négationnisme climatique des Bolsonaro, Trump, etc., qui sont appuyés souvent par des secteurs du capitalisme fossile, mais qui parfois se mélangent avec une certaine forme d'écofascisme ou de vision d'une défense de la nature vis-à-vis des immigrés, ou avec un caractère racial. Tu as écrit un livre qui est plus disponible, puisque l'éditeur a mis la clé sous la porte, sur Donald Trump, que du coup j'ai pas lu. Voilà, mais... je l'ai mis en ligne. Je l'ai mis en ligne. Il est trouvable en ligne, peut-être on mettra le lien en description. Quel est... voilà, comment tu vois cette forme-là d'alternative? Je pense qu'il y a une tendance à la barbarie dans la situation actuelle. Je pense que l'incapacité capitaliste de prendre la mesure de la crise, de la destruction écologique et surtout de prendre des mesures efficaces pour l'enrayer, potentiellement crée une situation qui peut déraper dans une barbarie d'une ampleur... j'ai écrit dans L'impossible capitalisme à vert, j'avais déjà évoqué la possibilité que ça plonge l'humanité dans une barbarie à côté de laquelle celles du XXe siècle apparaîtront comme des répétitions ou des exercices de moindre importance. Hein. Et je le pense vraiment, déjà dans le 6e rapport du GIEC, il fait marquer qu'entre 3 et 3,5 milliards d'êtres humains aujourd'hui sont gravement impactés par
la crise climatique et les autres aspects de la crise écologique qui sont liés à la crise climatique, notamment la perte de la biodiversité, etc., c'est-à-dire presque la moitié de la population mondiale. Alors cette moitié de la population mondiale, elle n'est pas prise au hasard, c'est les pauvres du monde. Et parmi les pauvres du monde, c'est surtout les pauvres des pays pauvres, des pays les plus pauvres du monde. Et parmi ceux-là, c'est en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées. Donc, et c'est ceux-là qu'on empêche de bouger sur la planète. C'est contre ceux-là qu'on dit non, non, il faut verrouiller les frontières, etc. Et quand on couple à ce discours sur le verrouillage des frontières des discours, enfin des propos haineux comme ceux de Trump qui dit que ce sont des malades mentaux, des criminels, des violeurs libérés de toutes les prisons du monde pour venir envahir les États-Unis, que c'est eux qui se pressent à la frontière du Mexique, on crée les conditions pour un genre de solution finale. De très triste mémoire. Donc, et je pense que de ce point de vue-là, l'extrême droite a malheureusement un certain avenir devant elle, en jouant sur cette corde-là. Et il me semble qu'elle le fait déjà très prudemment, mais ils cherchent leur marque, ils prennent leur repère. Aux États-Unis, avec Trump, le repère est pris, c'est négationnisme climatique et verrouiller la frontière et laisser Poutine faire ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance. De toute façon, les Ukrainiens, je ne le dis pas, mais c'est partie négligeable. Mais chez nous, ce n'est pas encore si clair. Et donc, l'extrême droite essaye encore de ne pas verser dans le négationnisme climatique pur et dur, explicite, sauf quelques exceptions, comme Wilders aux Pays-Bas. Lui, il a basculé et il couple négationnisme climatique avec racisme, islamophobie, politique migratoire, enfin politique anti-migratoire radicale, etc. Mais le RN en France est quand même un tout petit peu plus prudent sur donc il n'ose pas s'afficher aussi franchement qu'un Wilders ou qu'un Trump. Mais je pense que, faute d'alternative, la situation va leur ouvrir de plus en plus de possibilités et que, de ce point de vue-là, les quelques manifestes de cinglés nazis, en fait, comme celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande, sont à prendre au sérieux. Je ne vais pas dire que ce sont des ballons d'essai, parce que ça relèverait d'une conception manichéenne, complotiste, mais ce sont les symptômes de quelque chose qui risquerait d'arriver et qui risquerait de prendre de l'ampleur. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, le risque est considérable, qu'il faut en être conscient. Le capital ne peut pas arrêter sa logique d'accumulation. Et s'il n'arrête pas sa logique d'accumulation, il faut qu'il trouve des solutions. Si la solution ne réside pas dans le nucléaire plus les technofixes, les technologies d'apprentis sorciers, si ça ne suffit pas, il faudra une solution de type malthusien. On réduira l'empreinte carbone de l'humanité par des moyens extrêmement radicaux et barbares. Et je pense que là, il y a une place pour non seulement une extrême droite, mais pour un néonazisme, pour véritablement quelque chose d'une brutalité et d'une barbarie qu'on a vu déjà à grande échelle avec le projet hitlérien, mais qui ici pourrait prendre une ampleur effrayante, véritablement effrayante. Donc il y a aussi une urgence antifasciste à une alternative écosocialiste absolument. De masse. Écoute, ça va permettre de faire la transition sur l'écosocialisme, et qui est peut-être aussi la partie, en tout cas moi je trouve enthousiasmante et aussi qui me convainc politiquement de l'utilité de notre courant. Je parle de la 4e internationale en général. Pour te faire un peu définir l'écosocialisme, je vais poser une question un peu bête, mais si le problème c'est le capitalisme et sa logique d'accumulation, est-ce qu'il ne suffit pas juste d'y mettre fin, et donc les termes de communisme ou de socialisme tels qu'ils existaient, ils seraient suffisants? Pourquoi il y aurait besoin de parler d'écosocialisme? J'ai cru ça à un certain moment. Il y a une vingtaine d'années, j'ai pensé ça. Il y a une vingtaine d'années, j'avais arrêté d'être un révolutionnaire professionnel
issus il y a très longtemps de la génération 68 et qui, espérant la révolution prochaine, allaient aux usines pour... Puis j'ai arrêté ça pour des raisons personnelles, et puis parce qu'on s'use, et puis je me suis... comme ma radicalisation était issue de l'écologie, moi, je suis venu au marxisme par l'écologie, et, arrêtant d'être un révolutionnaire professionnel, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose d'utile, je vais revenir à Marx et, du point de vue de la crise écologique. Et je me suis mis à lire ou à relire beaucoup de choses. Et je l'ai fait avec un a priori que Marx était passé à côté de tout ça, pour des raisons compréhensibles. Et je suis tombé vraiment à la renverse. J'étais très étonné en découvrant, surtout dans les théories sur la plus-value, dans le premier livre du Capital, dans le troisième livre du Capital, des choses d'une très très grande richesse par rapport à la crise écologique. Pas en grande quantité, si on ramasse toutes ces citations, disons, proto-écologiques ou proto-écosocialistes chez Marx, ça regroupe en tout et pour tout, je ne sais pas moi, une quinzaine de feuilles A4, il n'y a pas de quoi, alors qu'il a écrit des milliers de pages. Donc, on ne peut pas dire que l'écosocialisme est au cœur ou que l'écologie est au cœur du marxisme, comme le dit John Bellamy Foster, qui écrit par ailleurs des choses très intéressantes. Mais donc, en découvrant tout ça, je me suis dit, au fond, pourquoi a-t-on besoin de ce concept d'écosocialisme qui était prôné déjà à l'époque par notre camarade Michael Lewis à travers son manifeste coécrit avec l'américain Joel Covell. Et puis j'ai changé d'avis, je suis revenu un peu plus de mes premières impressions et je me suis convaincu du fait que le concept d'écosocialisme était véritablement nécessaire pour marquer une rupture une rupture nette par rapport à toutes les dérives productivistes présentes déjà chez Marx et en tout cas hégémoniques chez tous ses successeurs. Parce qu'on peut chercher dans l'histoire du XXe siècle le nombre d'auteurs marxistes ou marxisants qui se sont saisis de la question écologique. Il y en a vraiment guère, et en général, ceux qui l'ont fait, ils ont plutôt rompu avec le marxisme ou avec une forme de militance marxiste. Donc, comme Murray Bookchin, par exemple, ou comme André Gortz, voilà. Et puis, il y a des personnalités tout de même très marginales dans l'histoire mais très importantes. Dans l'histoire du marxisme au XXe siècle, comme Walter Benjamin, lui, on peut considérer que c'est un précurseur de l'écosocialisme. Mais pour le reste, le discours était tout de même très fort ancré dans certaines citations canoniques de Marx qui sont marquées par un très fort productivisme, notamment la fameuse introduction à la critique de l'économie politique sur la contradiction entre le développement des forces productives et les rapports sociaux, qu'on trouve de façon encore plus claire dans le manifeste communiste où il fait marquer littéralement qu'il faut que la classe ouvrière prenne le pouvoir pour libérer le développement quantitatif des forces productives. Alors ça, à l'époque de Marx, on peut, la misère de masse dans la classe ouvrière, on peut dire, il fallait développer quantitativement les forces productives. Quoique, il y avait déjà là tout de même une question de qualité du développement des forces productives et pas seulement de quantité. Mais rester sur des citations comme ça aujourd'hui, c'est complètement contre-productif, ça nous éloigne de la solution du problème et comme ces textes-là sont des textes qui ont eu beaucoup plus d'importance que les quelques 15 petites pages de citations proto-écosocialistes dont je parlais chez Marx, je pense qu'il est nécessaire d'opter pour ce concept d'écosocialisme qui a en plus l'avantage de souligner tout le travail qui reste à faire. Il y a un auteur dont on parle assez bien ces temps-ci, ce marxologue japonais Kohei Saito, dont les 2 livres sont très intéressants, excellents, brillants, érudits, j'aime beaucoup. Mais il tombe de l'autre côté du cheval, quand il affirme que Marx était écosocialiste ou que Marx était, à la fin de sa vie, dans les 2 dernières années de sa vie, avait découvert la nécessité d'un marxisme de la décroissance ou d'un communisme de la décroissance. Je pense que tout ça est complètement... C'est très séduisant. C'est très séduisant, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux et anachronique. Je pense que Marx a commencé à prendre conscience des limites des formules, par exemple, du manifeste ou de l'introduction à la critique, et je pense qu'il a
c'est cette prise de conscience dont on voit les manifestations à travers les fameuses 15 pages, encore une fois, dont je parlais, du Capital et des théories sur la plus-value, qui donnent un cadre d'analyse tout à fait adéquat pour poser pour nourrir un marxisme écologique et un marxisme de la décroissance. Ça oui, ça je reconnais tout à fait que c'est extrêmement utile et précieux. Mais de là à dire que tout est chez Marx, je crois qu'il y a une limite à ne pas franchir. Hein. Et donc l'intérêt de la formule écosocialisme, c'est qu'elle permet de dire il y a une écologie de Marx. Marx a changé d'avis, il a été productiviste, il a été prométhéen, ce que Kohei Saito met très bien en évidence. Puis il a changé d'avis à partir de lectures sur le développement des sciences, et notamment du fameux tournant de Liebig, l'inventeur de la chimie des sols, sur la question de savoir si la productivité des sols pouvait augmenter à l'infini. Puis Liebig pensait ça au début, il a changé d'avis, ça a attiré l'attention de Marx, qui avait une énorme estime pour Liebig en tant que savant, et qui utilisait le productivisme, si on veut, ou les thèses de Liebig dans sa polémique contre Ricardo et contre Malthus, avec l'argument, non, la productivité agricole peut augmenter quasiment à l'infini, donc il n'y a pas de problème de population, il n'y a pas de problème de baisse des rendements agricoles, etc. Et puis quand il a découvert le tournant de Liebig, ça c'est ce que Saito explique, et c'est très très convaincant à mon avis, il s'est mis à travailler sur l'agriculture, l'agronomie, la foresterie, la géologie, la pédologie, les climats, et à nuancer son point de vue, ou à changer de point de vue. Je pense, selon moi, je pense qu'il est plus juste et plus fécond de dire Marx a tourné sur cette question-là, il a changé de paradigme, il est passé d'un paradigme de l'émancipation humaine par la libération de la croissance des forces productives. Ça, c'est le manifeste communiste. Il est passé de ça à un paradigme de l'émancipation humaine par la gestion rationnelle des échanges de matière entre l'humanité et le reste de la nature. Ça, c'est la formule du livre 3 du Capital. Mais ce n'est pas la même formule sur l'émancipation humaine. Donc, il a fait ce tournant-là, et ce tournant-là ouvre un certain nombre de champs à travailler, à explorer, etc. Et fonde la légitimité d'une approche qui aujourd'hui fait le constat que le métabolisme ou les échanges de matière entre humanité et nature sont à ce point perturbés par 2 siècles d'accumulation capitaliste qu'on en est arrivé à une situation où la décroissance des forces productives, de la quantité de forces productives, est absolument vitale pour réussir à sauver l'humanité de la catastrophe. Et donc ça ouvre un autre champ de discussion. Je pense que c'est plus juste par rapport à ce que Marx a fait, par rapport à son itinéraire, et ça a l'avantage de ne pas faire l'apologie. Et le désavantage de l'apologie, c'est que très souvent, elle coïncide avec un certain dogmatisme. Et le dogmatisme ferme les yeux au lieu de les ouvrir sur les nouvelles questions. Complètement. Ça, c'est la vision, c'est la partie de l'écosocialisme qui est une critique du marxisme tel qu'il a existé, et de son mécanisme, son déterminisme et son productivisme. Mais dans l'écosocialisme, il y a aussi une critique et un dialogue avec d'autres pensées de l'écologie politique, auquel tu restes vraiment ouvert. J'ai oublié de dire que du coup, ce livre, c'est aussi une très bonne introduction, je trouve, au débat entre les marxistes écologiques et les marxismes écologiques. Tu discutes un peu donc là, tu as beaucoup parlé de Kohei Saito, de John Bellamy Foster, que moi je range un peu dans les gens qui parlent du métabolisme, voilà. Oui, à juste titre, oui. Mais voilà, mais tu parles aussi d'autres approches avec lesquelles tu discutes et tu dialogues. Et donc du coup, par rapport à la critique de l'écologie politique, moi j'ai l'impression que face à l'insuffisance du marxisme seul tel qu'il a existé, tout seul dans son couloir, tu reconnais beaucoup de mérites à l'écologie politique, à l'écoféminisme notamment, mais aussi avec d'autres courants, Ellul, les collapsologues, avec lesquels tu maintiens un dialogue. Est-ce que c'est une manière de maintenir une vigilance vis-à-vis du marxisme, et qu'est-ce que tu reconnais à ces courants-là, et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce qu'ils peuvent raconter? Je sais, là tu me décris peut-être sous un jour trop positif, en tout cas par rapport aux collapsologues et à Ellul. Enfin bon, disons... Tu notes quand même une série d'apports, même si tu marques des limites très... Oui, mais pour prendre Ellul, parce que bon... je pense que
une des questions sur lesquelles les écosocialistes doivent s'ouvrir, c'est la critique des technologies. Et selon moi, cette critique des technologies, elle est déjà présente chez Marx quand il fait la différence entre la technologie, disons, de la révolution industrielle et la technologie de la manufacture. La technologie c'est toujours le capitalisme, c'est deux phases du capitalisme, mais la technologie de la révolution industrielle dépossède vraiment l'ouvrier ou l'ouvrière de son savoir, de sa compréhension de la production dans son ensemble, en parcellisant le travail, en faisant de l'ouvrier ou de l'ouvrière une annexe de la machine. Néanmoins, la critique du caractère de classe de certaines technologies n'a pas véritablement percé ou pas fort percé parmi les penseurs marxistes du XXe siècle. Alors, je pense que c'est en partie dû au fait que la première révolution victorieuse pendant plus de 72 jours sur l'échelle de la planète, c'était la révolution russe dans un pays très arriéré où donc la question d'un développement, encore une fois, des forces productives se posait. Mais donc, y compris chez Trotsky, on trouve des formules absolument acritiques par rapport au développement des technologies de la révolution industrielle. Puis il y a la formule, c'est l'admiration célèbre de Lénine pour le taylorisme américain comme système d'organisation. Bon, bref. Donc, la critique du caractère de classe des technologies est tout de même peu présente. Par contre, elle est présente chez d'autres auteurs comme Jacques Ellul, qui ne viennent absolument pas du marxisme, qui se disait libertaire, mais qui était aussi un pasteur, si je ne me trompe, pasteur protestant, et donc il a écrit un gros bouquin sur la technique. Donc il y a des choses à en retirer, mais en même temps, il me semble que, pour prendre encore une fois le cas d'Ellul, on arrive assez vite au bout de l'intérêt de cette critique, parce que pour lui, il ne s'attache pas à critiquer des techniques ou des technologies particulières, il critique la technique en général. Et j'ai l'impression que pour lui, la technique, avec un grand T, c'est un peu l'incarnation du mal dans notre société. Quoi, tu vois, et alors ça amène à des... donc pour lui, on n'est plus dans le capitalisme, on n'est plus dans un système capitaliste, on est dans un système technicien. Donc la technique chasse tout, et notamment elle chasse l'analyse de classe, l'analyse de l'exploitation du travail. Tout ça est remplacé par une dénonciation de la technique, et il arrive à des formules tout de même un peu bizarres. Quand il explique que la sécurité sociale serait une nouvelle forme d'enrichissement. Enfin, il y a des trucs tout à fait bizarres dans son bouquin là, sur la technique. Et surtout, il y a des aspects réactionnaires, franchement réactionnaires de sa pensée qui montrent discrètement le bout de l'oreille, ou même un peu plus que le bout, quand il dit que la pilule contraceptive, par exemple, c'est une nouvelle preuve du caractère véritablement horrible de la technique. Il faut condamner la technique. Donc voilà, derrière tout ça, il y a une pensée sur la place des femmes dans la société, c'est la reproduction de la vie et leur rôle de mère, etc. Donc on arrive vite au bout. Sur les collapsologues, bon là, moi j'ai été tout de même... j'ai commencé par avoir une approche de dialogue parce que je connais personnellement, comment s'appelle-t-il Pablo Servigne. Pablo Servigne, oui, qui est belge ou qui a fait ses études en Belgique, donc je l'ai connu, je l'ai un peu fréquenté. Il vient de la sphère libertaire, anarchiste. Donc voilà, il me semblait important de privilégier un échange d'opinions. Et lui-même avait réagi positivement à la critique que j'avais faite de leur premier bouquin qui s'appelait « Comment tout peut s'effondrer ». Comment tout peut s'effondrer. Donc il m'avait envoyé un message personnel disant « Enfin une critique sérieuse, il faudrait qu'on en discute un jour, etc. » Mais après le bouquin, le troisième bouquin qu'ils ont sorti, là aussi j'ai oublié le titre. C'était quelque chose comme « Comment vivre l'effondrement » ou... Oui, je ne sais plus. Oui. Mais c'était quelque chose assez intérieur, enfin, qui a beaucoup d'éléments de psychologie, etc. Très douteux, avec des références à des auteurs comme Jung, Jung, le disciple, enfin le dissident psychanalyste de Freud, qui était un nazi, qui a collaboré avec les nazis pendant des années et qui, comme d'autres, a réussi à esquiver
les poursuites après-guerre, avec beaucoup de références aussi sur Mircea Eliade, qui est du même tonneau, hein, qui est un nazi avant-guerre, qui a réussi à se reconvertir en spécialiste des religions après-guerre et même à avoir droit de cité dans le monde académique. Donc des machins qui me semblaient vraiment sentir pas très bon. Plus tous leurs éloges comment ça s'appelle, cette secte masculiniste là qui vient d'Amérique du Nord là, des gens qui se regroupent entre hommes pour retrouver le contact avec la nature dans le wilderness. Les trucs survivalistes. Voilà, c'est ça, ça fait partie du mouvement survivaliste. Et là, j'ai dit non, ça ne va pas. Ils sont en train de plonger dans le... Comment dire? J'oublie le terme. Une forme d'essentialisme. Oui, une forme d'essentialisme, oui. Et voilà, du coup, notamment dans... Une espèce de plongée régressive, quoi, tu vois. Ouais. Oui, et donc là, j'ai écrit un article qui leur a pas fait plaisir, c'est vrai. Il y a un courant important. Moi, quand j'ai commencé à militer, on m'expliquait, nous, sur l'écologie, on est anticapitaliste, on n'est pas décroissant. C'est quelque chose que j'entendais assez souvent, avec des critiques assez pertinentes du courant, en tout cas autour du journal La Décroissance. Le livre Écologie, lutte sociale et révolution est préfacé par Timothée Paric, qui est une nouvelle figure assez importante du courant décroissant, qui a écrit un livre qui s'appelle Ralentir ou périr. Oui, édition du Seuil, excellent bouquin. Aux éditions du Seuil, et qui note dans sa préface qu'il y a des convergences aujourd'hui entre les écosocialistes et les décroissants, qui s'observaient un peu en chien de faïence en fait depuis un moment. Tu l'as utilisé à nombreuses reprises, ce terme de décroissance au cours de l'entretien. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces perspectives-là? Et puis je crois que c'est aussi quelque chose qui est présent dans le manifeste qui est en discussion dans la 4e internationale pour le prochain congrès mondial. Oui, je vais d'abord dire quelque chose du courant des décroissants lui-même, si tu veux bien, oui. Parce que je pense qu'il y a une évolution de ce courant. C'est un courant qui n'est pas neuf, hein, sous différentes formes, il existe depuis plus de 50 ans. Hans Jonas, quelque part, est une variété de décroissant. Hein, le principe responsabilité, réponse au principe espérance de Bloch. C'est un auteur très réactionnaire. On peut dire qu'il inspire quelque part, il a inspiré le courant décroissant. Plus près de nous, quelqu'un comme Serge Latouche, qui était et qui reste une personnalité de référence du courant décroissant, il y a un aspect de... j'appellerais ça une tendance à la décroissance punitive. Un discours vis-à-vis de tous ces crétins en Occident ou ailleurs qui se laissent aveugler par les mirages, les promesses miraculeuses du productivisme. Eh bien, vous allez voir, il faudra bien passer à la décroissance et vous serez punis. Donc, il y a quelque chose comme ça, plus un certain nombre de références qui tout de même me faisaient tiquer. Si on parle de Latouche en particulier, la manière dont il décrivait le bilan des Khmers rouges au Cambodge, c'était tout de même assez effrayant. Ce n'est qu'au détour d'une phrase, mais il qualifiait les massacres au Cambodge d'échecs malheureux d'une tentative de retour à l'authenticité. Bon, là, on peut tout de même se poser des questions. En tout cas, moi, j'étais extrêmement réticent. Mais je pense qu'aujourd'hui... Ça a donné des interviews et des discussions avec, par exemple, la revue Éléments, oui, tout à fait. Et des choses comme ça de la part de Serge Latouche. Tout à fait. Il y a quelque chose là qui est... Bon, je n'aurais jamais eu l'idée d'un rapprochement entre nous, marxistes révolutionnaires, écosocialistes, même avec toute la largeur d'esprit qu'on puisse avoir, avec ce courant-là. Ça, je ne l'envisageais pas. Mais je pense qu'il y a autre chose aujourd'hui dans le courant de la décroissance, et Timothée Paric est quelque part l'expression de ça, c'est ce que j'appelle des décroissants sociaux, c'est-à-dire qui prennent pleinement en compte la nécessité, effectivement, scientifiquement établie, de diminuer assez radicalement la consommation finale d'énergie
au niveau global, si on veut éviter la catastrophe ou le cataclysme climatique, mais qui prennent pleinement en compte aussi la difficulté sociale qui résulte du fait que des millions de gens, des milliards de gens sur la planète dépendent de leur salaire pour vivre, et que ceux qui dépendent de leur salaire pour vivre ne peuvent pas souhaiter la faillite de leur entreprise à la fin du mois, parce que sinon ils ne peuvent pas payer leur loyer, les études des enfants, la santé, etc., etc. Et donc ça c'est nouveau, c'est nouveau. Et c'est une tendance qui s'affirme aujourd'hui dans le monde académique. Si on regarde le dernier rapport du GIEC, le 6e rapport d'évaluation, le rapport intégral, je ne parle pas du résumé pour les décideurs, il y a plusieurs dizaines de références. Le terme décroissance est mentionné plusieurs dizaines de fois dans le rapport, et il y a plusieurs dizaines de références à des publications. Donc il y a tout un courant de décroissants aujourd'hui qui rentre dans cette caractérisation assez large de décroissants sociaux. Et Timothée Parrique est très clairement un représentant de cette mouvance-là. Il y en a d'autres. Il y a des personnes comme Jason Hickel ou comme Julia Steinberger ou comme Giorgos Kallis qui font partie de ce courant et qui forment un réseau au niveau international. Et je pense que nous avons tout intérêt, nous, en tant qu'écosocialistes, en tant que marxistes révolutionnaires, non dogmatiques, à ouvrir le dialogue avec ce courant-là et à chercher des points de convergence, et il y en a beaucoup, des points de convergence avec ces gens-là, parce que ce ne sont pas que des chercheurs, ce sont aussi des militants, ce sont des gens qui agissent concrètement. Julia Steinberger, par exemple, elle fait partie d'activistes climatiques en Suisse. Elle a été collée sa main sur l'asphalte d'une autoroute, entre autres choses. Quand elle était en Grande-Bretagne, elle a participé à des manifestations d'Extinction Rebellion, etc. Donc voilà, ce sont des gens véritablement intéressants. Parmi eux ou elles, certains sont très proches du marxisme révolutionnaire ou se réclament ou citent Marx dans leurs publications. Donc je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Surtout aujourd'hui parce que nous sommes tout de même très marginaux dans la société. Hein, et le fait de pouvoir appuyer notre programme, notre stratégie, notre tactique sur des références scientifiques, des collaborations avec des scientifiques, y compris des gens qui sont lead authors de certains chapitres du GIEC, par exemple, ça donne une légitimité plus grande à notre discours. Alors, il ne faut pas pour autant perdre tout sens critique, mais de même que Marx et Engels avaient tant d'attention pour le suivi des développements des connaissances scientifiques, les contacts avec des chercheurs, chimistes, agronomes, etc. De même, nous, aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu capital pour nous, enfin très important pour nous, d'établir le contact avec ces décroissants-là. Voilà, je voulais commencer par dire ça. Maintenant, j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Non, mais c'était à peu près ça, c'était sur les convergences possibles et tout ça, mais peut-être une différence de sensibilité avec ces décroissants-là, qui peuvent être effectivement de sensibilité anticapitaliste, etc. C'est le rapport au monde du travail. Parce que même quand on dit que les questions écologiques sont aussi sociales, etc., il y a la question quand même de l'auto-organisation, de même juste le fait de s'adresser aux syndicats. Toi, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. J'essaye. Je pense même qu'on pourrait dire que tu les vois comme un des acteurs principaux d'une transition. Et que tu as en tout cas, je le partage avec toi, oui. On a du mal à imaginer une transition écologique sans la classe ouvrière. Absolument. C'est quoi pour toi, moi je me parlais beaucoup de centralité de la classe ouvrière, mais c'est quoi pour toi la centralité de la classe ouvrière dans cette transition écosocialiste? Selon moi, c'est assez évident. À partir du moment où on est convaincu qu'il faut sortir du capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut casser ce mode de production de l'existence sociale et le remplacer par un autre, s'imaginer qu'on va faire ça sans la collaboration active des travailleurs et des travailleuses, c'est vraiment croire au Père Noël. A fortiori, croire qu'on pourrait le faire contre eux, c'est de la folie complète. Donc il faut absolument gagner au moins une majorité du monde du travail, disons des classes populaires,
à l'idée qu'il faut changer de système et à l'idée qu'il faut changer de système, notamment pour empêcher la catastrophe écologique de se transformer en cataclysme. Et ça n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile, surtout si on introduit la décroissance dans l'équation, évidemment. Hein, pour la raison évidente que j'ai exprimée là tout de suite, c'est que tout travailleur, toute travailleuse a besoin de son salaire à la fin du mois pour vivre, parce que ça conditionne l'existence. Donc, d'où l'importance d'une discussion qui va au-delà des affirmations sempiternelles ou de principes sur le fait que seule la classe ouvrière peut, etc. Non, ça... C'est un peu comme tu disais tout à l'heure dans l'introduction, ça revient à se promener avec une pancarte dans une manifestation pour dire il faut sortir du capitalisme, c'est gentil, mais non. Donc il faut vraiment essayer de penser une stratégie qui permet de détacher des secteurs, des fractions de la classe ouvrière du dogme productiviste pour les amener dans des luttes de type écosocialiste, pour un programme qui est un programme de décroissance sociale juste, de décroissance écosocialiste. Donc, c'est-à-dire un programme de réduction radicale ou de suppression radicale des inégalités sociales. En fait, ça revient à ça. Hein. C'est les riches qui doivent payer. Le pourcent le plus riche émet plus de CO2 que les 50% les plus pauvres et 50% des vols en avion aujourd'hui sur la planète, c'est le fait du pourcent le plus riche à l'échelle globale. Donc c'est un programme social qu'il nous faut. Mais il faut un programme social écologique qui a des visées non seulement de satisfaction des besoins plus ou moins immédiats du monde du travail, mais aussi des visées de préservation de l'équilibre écologique de la planète. Donc ça, c'est une grande discussion. Mais aujourd'hui, les bureaucraties syndicales, notamment internationales, elles sont productivistes. Elles disent qu'il faut qu'on arrive à maintenir les préoccupations écologiques et la croissance. Absolument. C'est dans les objectifs des bureaucraties syndicales aujourd'hui de maintenir un objectif de croissance. La précédente secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, une Australienne dont j'ai oublié le nom, elle fait partie de l'executive board du World Climate Summit, d'un think tank capitaliste vert qui a été créé par Nicolas Stern, donc ex-auteur d'un rapport, ex-chief économiste de la Banque mondiale et ex-auteur d'un rapport célèbre sur le climat pour le gouvernement britannique qui date d'une douzaine d'années. Elle fait partie de l'executive board de ce think tank du capitalisme vert. Donc oui, il n'y a aucun doute. Les bureaucraties syndicales, en général, parce qu'elles sont bureaucratiques et parce qu'elles sont réformistes, c'est-à-dire qu'elles visent à accompagner le développement du capital pour, en échange de leur collaboration partielle, obtenir la protection d'abord de leurs avantages et puis de certains avantages de leur base sociale, parce que les deux vont ensemble. Donc elles sont productivistes parce qu'elles sont réformistes. Mais les lignes bougent. Moi, je suis convaincu que les lignes commencent à bouger. Elles commencent à bouger trop lentement par rapport à la catastrophe qui, elle, progresse très vite, mais elles commencent à bouger. Pour prendre un exemple, il y a 2 semaines, j'étais invité par la CGT, l'Union départementale de la CGT de Loire-Atlantique, à Nantes, qui organisait 2 journées sur l'écosyndicalisme, comme ils ont appelé ça. C'était extrêmement intéressant. D'abord, ils m'ont invité sur base de la lecture de ce bouquin. Ils se disaient, ah tiens, voilà, Tanuro, il se préoccupe de la place centrale du travail et des travailleurs dans toute cette question écologique. Mais c'est des gens remarquables qui, depuis le début, ont soutenu le combat des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui ont de très bonnes relations avec eux, qui bon, voilà, sont pas d'accord sur tout, mais considèrent que, bon, voilà, il faut mettre ensemble les différentes composantes. Donc, les lignes commencent à bouger trop lentement, il faut accélérer le mouvement. Je partage avec toi l'idée qu'il y a une tendance croissante à cette convergence des luttes, qu'on voit aussi dans le livre Lutte écologique et sociale dans le monde. Mais il reste un problème, c'est la divergence que tu pointes entre ce qui serait nécessaire pour éviter le cataclysme et ce qui nous semble possible et atteignable. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le pont entre des revendications immédiates et la transformation de toute la société dont on a cruellement besoin. Et ça rejoint un vieux marronnier trotskiste qui est la démarche transitoire
C'est-à-dire que tu dis il faut gagner la classe ouvrière à des perspectives de décroissance, c'est-à-dire qu'il faut gagner la classe ouvrière à un programme, et ce programme-là, c'est celui qui doit nous permettre de passer de la société dans laquelle on est à la société qu'on veut. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que cette démarche transitoire et présenter selon toi ce qui seraient les principaux axes de ce programme de transition décroissante éco-socialiste? On est parti pour le réveillon, là. C'est ce qui me semble, c'est la dernière question, et c'est ce qui me semble en fait le plus important et le plus intéressant. Ouais. Écoute, bon, oui, le problème de base, il est là. C'est pas un fossé qu'il y a, c'est un canyon entre le niveau actuel de conscience anticapitaliste et ce qu'il faudrait faire pour éviter que la catastrophe se transforme en cataclysme. Et donc, la bonne vieille méthode qu'on appelle, nous, la méthode du programme de transition, c'est l'idée qu'il faut jeter un pont entre les deux. Hein. Ça, c'était la formule disons, l'auteur principal, le penseur principal de cette méthode, Léon Trotsky. Bon. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est, je suis allé relire tous ces trucs-là pour participer au travail que tu as évoqué dans l'introduction, la rédaction d'un projet de manifeste éco-socialiste de notre mouvement international, de la 4e internationale. Et ce qui m'a fort intéressé dans ce que Trotsky a écrit, ce sont des notes de discussion transcrites non par lui, mais par des camarades américains à l'époque. Mais ce qui m'a fort intéressé, c'est la manière dont il insiste sur le fait que le programme doit répondre à la situation objective. Ça, je trouve très, très intéressant. Parce que moi, dans mon éducation politique en tant que militant, il y a 50 ans, j'ai toujours entendu dire, oui, la méthode du programme de transition, elle consiste à partir de ce que les gens comprennent et à les amener plus loin. Ce n'est pas tout à fait vrai. Trotsky insiste sur le fait que le programme doit répondre à la situation objective. Et bien sûr, il faut le faire en dosant les revendications qu'on met en avant à tel ou tel moment. Le but n'est pas de ne pas être compris, mais il explique très bien que, puisqu'il y a ce fossé, le programme doit comporter à la fois des revendications qui paraîtront minimalistes à certains et des revendications qui paraîtront maximalistes à d'autres. Et je pense que ça, au niveau de la méthodologie générale, ça doit guider notre réflexion. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le document dont tu parles, hein, ce projet de manifeste international de la 4e internationale. Il essaye de faire ça. Si tu veux, il y a des revendications qui sont effectivement minimalistes. Par exemple, prenons la question des salaires. Parce que beaucoup de gens, si on dit décroissance, disent « Ah oui, mais non, on va bloquer les salaires. » Ben non. Je dirais non, puisque le pourcent le plus riche au niveau mondial émet plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Tout ce qu'on peut arracher de la plus-value qui est empochée par les capitalistes et le transformer en revenu pour des travailleurs, c'est quelque chose qui, lorsque ces travailleurs vont utiliser leurs revenus, ils le feront dans des activités qui émettent moins de CO2 que les capitalistes. Donc, on peut partir de là, on peut partir très bas. Évidemment, ça ne suffit pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de se battre pour augmenter les salaires et réduire la plus-value empochée par le capital pour arriver à... Non, je ne vais pas dire ça. Mais je veux dire, il faut pouvoir... disons, étager les revendications qu'on met en avant en fonction du niveau de conscience, mais il faut les emballer dans un programme alternatif d'ensemble qui répond à l'ensemble de la situation et qui va donc jusqu'à la prise du pouvoir, la constitution d'un gouvernement qui organise la rupture avec le capital, qui exproprie le grand capital, à commencer par exproprier le secteur fossile et les banques, puisqu'ils sont tous les deux... entangled, comment est-ce qu'on dit, imbriqués, entremêlés. Ça, c'est plus l'agro-business, les 14 grands groupes mondiaux de l'agro-business. Donc ça, c'est le corps de l'affaire. Voilà. Donc, entre les deux, il y a toute une série de revendications qu'il faut pouvoir mettre en avant. Par exemple, tout ce qui concerne le secteur public.
le secteur public émet moins de gaz à effet de serre que le privé pour une raison évidente, c'est qu'il n'y a pas de doublon. Du moins théoriquement, s'il s'agit d'un secteur public qui est sous contrôle démocratique, qui est organisé rationnellement sous le contrôle des usagers, c'est un secteur qui va émettre moins de gaz à effet de serre et moins polluer qu'un secteur privé basé sur la concurrence où toute une série de patrons font plus ou moins la même chose, puis il y a des faillites, etc. etc. Donc, développement du secteur public. L'autre grand truc, je crois, qui est très important en termes de revendication, c'est évidemment la question de la réduction radicale du temps de travail, sans perte de salaire, pour la raison que j'ai dite à la première case du jeu de loi. Là. Les salaires, on enlève la plus-value aux capitalistes, c'est bon pour le climat et pour la planète. Mais donc, s'il faut produire moins, il faut travailler moins, et donc il faut réduire radicalement le temps de travail. C'est la revendication historique sur laquelle c'est construit historique du mouvement ouvrier. Absolument. Donc, en fait, un programme de transition écosocialiste, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude à travers ça. Disons qu'il faut donner, il y a des revendications nouvelles à introduire. Et il y a des thématiques qui étaient peu présentes ou pas présentes dans les tentatives précédentes de revendication de programmes de transition qui doivent trouver leur place aujourd'hui. Exemple typique, tout ce qui touche à l'agriculture, la pêche, la foresterie, disons l'élevage. Pardon ? L'élevage. L'élevage. Donc tous ces domaines d'activité-là sont pas traités dans le programme de transition historique de Trotsky ou à peine, par exemple. Aujourd'hui, dans un programme écosocialiste, vu la gravité de la crise écologique, ils doivent être au centre. Mais il y a toute une série d'autres domaines où il s'agit de restructurer avec un fil non plus rouge, mais avec un fil vert et rouge, des revendications qui sont des revendications historiques du mouvement ouvrier. Typiquement, la réduction du temps de travail, radicale, sans perte de salaire, fait partie de cet arsenal de revendications-là. Donc, il ne s'agit pas de réinventer l'eau chaude, encore une fois, mais de donner une nouvelle cohérence à l'ensemble en fonction de ce qui surplombe l'ensemble et qui est la menace du cataclysme. Quelle serait la place de la planification là-dedans, parce que moi je me souviens d'une formule qui m'avait beaucoup marqué et que je trouve qui est très parlante, c'était faire l'inventaire des productions inutiles et nuisibles et les supprimer. Alors, par rapport à ça, moi je pense évidemment à deux choses, l'industrie de la viande et le complexe de l'armement, le complexe militaire. Comment cette vieille idée de planification elle peut être réappropriée, parce que par exemple, en France aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, que tu critiques à la fin des bouquins d'entretien, utilise beaucoup le terme de planification écologique. Oui. Donc, c'est absolument évident qu'une alternative écosocialiste n'est pas réalisable s'il n'y a pas une planification, mais il faut préciser, une planification démocratique. Et c'est là qu'il y a, je dirais, au minimum débat, et à mon avis, insuffisance dans ce que dit la France insoumise, ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc l'aspect démocratique ou radicalement démocratique de la planification qu'il propose est trop limité. Il se limite essentiellement à des mécanismes institutionnels. Donc il faut un référendum ou il faut des consultations des collectifs d'usagers avant de prendre telle ou telle décision. Ça, c'est de la consultation. Bon. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut, si on veut éviter, disons, les dérives bureaucratiques et despotiques des projets précédents de planification économique, y compris dans le cadre d'États non capitalistes comme l'Union soviétique, il faut aller beaucoup plus loin, il faut introduire un droit d'intervention des collectifs d'usagers, des collectifs de travailleurs et de travailleuses à tous les niveaux, y compris un droit de veto. Même si ça crée des tensions, même si ça aboutit à des situations où le droit de veto est mal utilisé à la lumière de critères écologiques, alors on ouvre la discussion dans un cadre démocratique. Je pense que ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Par ailleurs, peut-être pour souligner l'importance du concept de planification, toute cette question du travail et de l'activité, de la manière dont peut être répartie la main-d'œuvre prend une nouvelle dimension avec la crise écologique. Parce que des activités doivent être supprimées, mais d'autres doivent être développées.
Donc on ne peut pas simplement se limiter du point de vue du travail à l'idée qu'on va réduire le temps de travail. Il faut le réduire d'une manière globale, mais il va falloir reconvertir, pour employer ce vilain terme, des travailleuses et des travailleurs de certains secteurs à supprimer dans des activités de secteurs à développer. Exemple typique, si on sort de l'agrobusiness, qu'on passe à une agriculture bio de proximité, une agriculture organique de proximité, ben, il faut plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de main-d'œuvre utilisée dans le secteur de la production agricole. Donc il faut, et c'est un argument supplémentaire en fait en faveur d'une planification économique, mais une planification démocratique qui se fait avec la participation des collectifs de travailleuses et de travailleurs concernés. Mais sinon, si on se limite par exemple à l'idée il faut réduire radicalement le temps de travail, oui, il faut réduire radicalement le temps de travail, mais dans un cadre de décroissance globale où certaines activités vont devoir augmenter. Alors, le problème le plus compliqué, je trouve, c'est dans les exemples que tu as donnés, c'est le problème de l'armement, évidemment. Parce que nous sommes, disons, pour abandonner la production d'armes et démanteler le complexe militaro-industriel. Ok, ça fait, on n'imagine pas une société socialiste produisant des armes. Mais dans la période intermédiaire, dans la période de lutte vers l'abolition du capitalisme mondial, on n'est pas non plus des naïfs. On sait qu'une révolution socialiste victorieuse, on peut rêver... Devrait se défendre. Devrait se défendre. Exactement. Et qu'elle ne va pas se défendre avec des lance-pierres, des bâtons et des couteaux de cuisine. Qu'il faut des armes. On le voit aujourd'hui. On le voit en Cisjordanie où les Palestiniens se font dégommer par les colons israéliens. On le voit en Ukraine où, face au rouleau compresseur de la puissance militaire de la Russie impérialiste de Poutine, ben les Ukrainiens sont bien obligés de se poser la question de l'armement et de se procurer des armes quelque part. Donc ça, c'est une question qui déborde peut-être un peu le cadre de l'entretien ici, mais qui est une question complexe quand même. Hein. Donc il ne faut pas être bisounours. L'impérialisme, le capitalisme se défendra par tous les moyens jusqu'au bout, par le massacre, par la violence la plus brutale, et on doit pouvoir se défendre et riposter face à lui. Merci beaucoup Daniel pour le temps accordé, pour la richesse des discussions qu'on va poursuivre au sein des luttes sociales et écologiques, et aussi toute l'année qui vient avec le Congrès mondial de l'A4 qui vient. Et puis je renvoie encore une fois à tes livres, à ton travail, à l'article de la gauche anticapitaliste que je mentionnais plus tôt, Face au climat et au reste, ne rien lâcher, et puis peut-être au manifeste écosocialiste à venir. Merci d'avoir regardé cet entretien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et si vous souhaitez commander le livre de Daniel Tanuro, le lien est en description. Merci et à très bientôt sur l'Anticapitaliste.